cego enxergar, faz o surdo escutar, e quem tomar todo mal vai terminar. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait quand même nommer qu'on essaie de parler le plus neutre possible dans nos événements et on veut souhaiter la bienvenue à toutes les personnes présentes avec nous ce soir. C'est important pour nous de nommer que, d'entrée de jeu, on parle de choses qui affectent le corps d'une personne qui a un utérus, peu importe le genre. Donc, dans cette thématique-là, on a l'habitude de parler de femmes, mais on veut s'assurer que toutes les personnes ici présentes qui menstruent ou pas, qui ont un vagin ou pas, se sentent inclus dans la conversation. Alors, la courbe de l'événement, juste pour vous faire un petit overview. Donc, première partie, France va nous entretenir sur l'utérus. Ensuite, on va faire une petite pause de 5 minutes avec Mel Sirois, qui va nous aider à se débarrasser puis à let go de quelque chose qui ne nous sert pas. Et ensuite, il va y avoir une période de questions du public où vous allez pouvoir avoir la chance de poser vos questions directement à France. Suivi de ça, on fait un tirage. On va faire tirer 2 prix ce soir. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez la chance de participer au tirage. Et pour finir, on vous invite dans la Villa Lovary, qui est notre genre de maison. C'est comme si on vous invitait à l'after party. Puis là, c'est un peu plus informel. On prend un verre, on jase entre nous, puis c'est plus une forme free flow. Donc, ça permet aussi de parler des choses que, des fois, la table rouge, ça vient susciter des thèmes assez deep. Ça nous rappelle des histoires, des choses comme ça. Donc, c'est bon de pouvoir s'exprimer après avoir vécu un événement comme celui-là. Donc, c'est vraiment un espace pour le faire. Puis, c'est une plateforme qu'on teste encore, mais qui est très, très prometteuse. Donc, je vous invite à juste venir jeter un coup d'œil au moins et potentiellement d'y rester plus longtemps avec nous. Alors, je pense qu'on est bon pour partir. Ah oui, une dernière chose. OK, j'aimerais ça que juste pratiquer un truc. On a 3 signes qu'on aimerait vous apprendre. Le premier, c'est quand on va dire quelque chose ou il y a quelque chose qui se dit qui vous fait vibrer, genre, que vous êtes comme « Ah, tu sais, ça, ou j'ai vécu ça moi aussi, ça me parle, tout ça ». Vous pouvez faire ça comme ça. Si vous voulez l'essayer, comme ça, je vais voir que tout le monde est nice. Donc ça veut dire « Hey, moi tout » ou bien « Hey, je feel, genre, je comprends ce que tu veux dire ». Et ça, c'est notre premier signe. Ensuite, il y a les fameux thumbs up. Donc, tout le monde peut faire le petit thumbs up en mode « OK, j'entends, c'est bon, tout est beau, parfait ». Et dernier signe qu'on peut faire, c'est ça, le cœur. Merci, je vous aime, j'ai du cœur pour ce que tu viens de dire. Voilà. Yeah! Nice! Là, on est rendu à 124 personnes quand même ensemble sur le Zoom. Donc, bienvenue à tous ceux qui se sont rajoutés entre-temps. Dernier petit truc technique avant de jump in. Je veux juste vous aviser qu'on est en rediffusion live sur Facebook et qu'on va arrêter le live au moment, juste avant la période de questions pour garder l'intégrité puis le safe zone de notre petit cocon qu'on se fait ce soir. Donc, en aucun temps, votre visage va apparaître sur Facebook. Soyez rassurés. Donc, ça, c'est le premier petit détail technique. Et aussi, l'enregistrement, donc tous ceux qui vont regarder par la suite, ils n'auront pas non plus accès aux questions. Et on vous invite à mettre en Speaker View ou en Gallery View. Si vous mettez Gallery View, vous allez voir tout le monde. Puis Speaker View, ça va être potentiellement plutôt France et un peu moi durant la soirée. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre invité spécial de ce soir, notre Master Utérus. Son nom, c'est France Richard. France est une accompagnante à la naissance. Elle fait du yoga prénatal, yoga hormonal. Ça fait, je pense, plus de 15 ans qu'elle travaille avec des femmes en lien avec le cycle hormonal, l'utérus, en fait. Et ce qui me touche de chez France, c'est que déjà, elle s'est imprégnée beaucoup de la culture traditionnelle maya, donc avec la technique Arvigo, avec la ceinture. Donc, elle a comme un beau background, je trouve, métissé. Et c'est une femme que je connais depuis près de 7 ans environ, que j'aime beaucoup. Et aussi, ça me touche de voir, parce que je ne savais même pas elle avait quel âge, en fait, France. Puis j'ai demandé tantôt, j'ai dit, ça te gêne-tu que je te demande, t'as quel âge?
Parce que pour moi, c'est comme une inspiration de quelqu'un qui a tellement de sagesse, puis en même temps qui est comme une candeur puis une légèreté de on ne sait pas à quel âge. Fait que France, t'as quel âge? Puis bienvenue. Attends, je te unmute ou technique. Ah oui. Unmute. Me C'est voilà? Est-ce que vous Oui. m'entendez? Oui, bienvenue. Eh ben, bonsoir. J'ai eu il y a un mois 50 ans. Et puis, ben voilà. Ouais, ben, bienvenue. Et Merci, puis, merci d'être avec nous ce soir. c'est un grand plaisir. C'est Yes. un grand plaisir. Donc, la première question qu'on pose toujours à nos invités, c'est pour juste apprendre à te connaître un tout petit peu avant que tu nous partages tes connaissances, c'est quand est-ce que tu as eu tes premières menstruations? Ah oui, hein? Mes premières menstruations, je les ai eues le 24 janvier. J'avais 12 ans et demi. J'étais en secondaire 1. Et puis, chaque 24 janvier, je m'en rappelle. Voilà, ça fait un petit bout. Puis, j'ai eu mes dernières menstruations il y a 4 ans. Wow! Wow! Merci. Merci de partager ça. Génial. Comment qu'on appelle ça, une femme qui arrête qui a plus ses menstruations dans ton vocabulaire ou dans ta conception? Ah ouais, dans mon vocabulaire? Ben écoute, déjà, on a ménopause, qui est un peu drabe, qui est un peu plate, peut-être entendre. Oui, on rejoint un autre clan rendu là, c'est ça que j'ai envie de dire. Puis c'est un passage, c'est un grand passage. On tombe pas nécessairement dans le clan des grands-mères, mais on n'est vraiment pas dans la femme dans ses années fertiles et on n'est pas complètement dans la grand-mère non plus. Il y a vraiment un passage hyper riche. Ouais. Donc, ce sera un autre thème à explorer dans une autre la préménopause puis la ménopause à suivre. Donc, super. Mais moi, j'aurais envie, première question, que tu nous expliques un peu ta vision du cycle menstruel. Donc, toi, pour toi, c'est quoi que ça veut dire? Puis, ouais, juste de nous faire un overview du cycle menstruel, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est une grande question. J'étais habituée d'en parler pendant longtemps, tu sais, dans les ateliers, tout ça, fait que je veux me restreindre, puis je vais essayer de bien répondre à tes questions. Le cycle menstruel, en fait, pour moi, c'est de s'inscrire dans quelque chose de plus grand que nous autres, dans un continuum plus grand que nous, puis je le relie beaucoup avec les dynamismes de la Terre, les dynamismes des saisons, entre autres. Puis dans nos vies, on visite ces saisons-là, si je veux l'appeler comme ça, comme personne qui a un utérus. Je vais dire femme souvent dans la rencontre, mais je veux que personne se sente exclu. Mais comme femme, on va rencontrer ces saisons-là à l'intérieur d'un cycle qui se mesure à peu près avec la Lune. Donc, ce n'est pas toutes les femmes qui sont lunées à chaque 28 jours, 29 jours, mais c'est quand même une constante qui existe. Fait que c'est ça, avoir un utérus puis avoir des saignements, ça veut dire qu'on rentre dans le clan des femmes qui deviennent lunées. Et puis, je trouve donc que c'est un aspect qu'on oublie et que c'est tellement fort et c'est tellement transformateur dans nos vies à partir du moment où on commence à spinner cette roue-là des 4 saisons à chaque mois. Parce que dans ces 4 saisons-là, on le sait, nous autres, on vit dans l'hémisphère nord, dans un endroit où les 4 saisons sont très, très marquées. Donc, en vivant ces 4 saisons-là dans notre territoire et dans notre territoire intérieur, ça nous transforme énormément. Ça fait qu'on n'est pas pareil après notre menstruation, on n'est pas pareil quand on approche de l'ovulation, on n'est pas pareil avant nos lunes, avant nos menstruations et pendant notre saignement. Donc, c'est vraiment de comprendre que quand on a nos lunes, on rentre dans notre hiver et il y a des attitudes, il y a des hygiènes de vie qui sont importantes à mettre en place pour prendre soin de nous, puis préserver et éviter des maladies, carrément. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ben là, ça m'ouvre sur 1000 autres questions que j'avais envie de te poser. Oui, c'est ça.
Mais donc, ce que je comprends, c'est que ta vision du cycle menstruel, c'est vraiment en lien avec les saisons. Puis je trouve ça vraiment beau comme image parce que, comme tu dis, là, on le vit, on est en train de vivre carrément le passage entre l'automne puis l'hiver. Puis même moi, je le sens, j'ai besoin de plus me reposer. Il y a quelque chose qui veut plus dormir, tout ça. Donc, de sentir qu'on a ces 4 saisons-là à l'intérieur de notre cycle menstruel, donc environ à chaque mois, puis de comment honorer ça, c'est fort comme vision. Puis, Merci. j'aime dire que c'est des opportunités qu'on a parce que notre psyché ne fonctionne pas pareil, notre énergie ne fonctionne pas pareil. On a vraiment au niveau de la psyché, il y a des espaces du cerveau qui rentrent en connexion puis en cohérence ensemble pour faire que ces journées-là, par exemple, juste avant nos menstruations et pendant nos menstruations, ben, on est peut-être, on a plus de vision, on a plus d'intuition, on devrait se mettre, on voudrait se mettre disponible pour cet espace-là. Et la différence majeure pour moi, pour les porteuses d'utérus et les femmes qui ont des saignements, c'est que c'est important de se placer dans un continuum circulaire et d'éviter le plus possible l'espèce de façon linéaire qu'on a de se vivre, qui serait copier-coller, été-hiver, tout le temps pareil, même énergie, même drive. C'est pas comme ça que la nature fonctionne, c'est pas comme ça que notre nature fonctionne. On peut pousser pour qu'elle fonctionne comme ça. Et ce qu'on voit, ce que moi je vois beaucoup dans ma pratique, c'est que ça crée des débalancements et après ça, ça peut générer des maladies aussi. Donc, je trouve ça important de placer ça au début. Vraiment, vraiment, vraiment dans. C'est comme ramener les bonnes affaires. C'est comme dans la vie, il faut dormir, il faut manger. Ben oui, ça fait partie du magnifique temple, de la magnifique machine qu'on a. Tu sais. Donc, comme femme, c'est important de se mettre au rythme des cycles. Wow. Ouais. Merci. C'est super beau. Puis, qu'est-ce que tu appelles, tu sais, on parlait au début de l'anatomie inconnue de l'utérus ou, tu sais, des secrets de l'utérus. Qu'est-ce que tu appelles l'anatomie inconnue de l'utérus? Voilà. Ben, tu sais, on a tous un peu pris des cours d'anatomie physiologie, là, tu sais, puis de biologie, mettons, secondaire et tout ça. On sait, souvent, la perception qu'on a de l'utérus, c'est une perception sur une planche anatomique, tu sais, juste un dé comme ça. Et quelque chose d'assez fixe, en fait. Hein? On voit l'utérus de même, puis là, on voit la vessie, le côlon, puis là, on se dit, ah, ben, c'est le même. Mais en fait, c'est que la matrice, l'utérus, c'est un organe qui peut avoir beaucoup de mouvements. C'est un organe qui est fait et qui est supporté pour pouvoir avoir de la mobilité beaucoup et dans un espace de notre corps où il y a beaucoup de flot aussi. Donc, c'est des belles particularités et ça peut être aussi sa fragilité, entre guillemets, parce que l'utérus peut se déplacer si on a reçu des coups, si on est tombé, si on a eu des whiplash, des accidents de voiture, des trucs comme ça. Il peut carrément être un petit peu type là, sur le côté ou de l'autre côté. Il peut aussi être un peu penché vers l'avant. Il peut être un peu penché vers l'arrière ou beaucoup penché vers l'arrière ou beaucoup penché vers l'avant. C'est un organe qui a la dimension de, mettons, une femme, son poing est habituellement la dimension de sa matrice. Et il est comme penché, ça serait sa position optimale, j'ai envie de dire, comme penché comme ça vers l'avant. Dans la partie basse du bassin. Tu sais, le bassin, c'est comme un entonnoir, un peu. Hein? Donc, il n'est pas dans le haut, il est vraiment dans la partie basse ici. Donc, il peut être sujet à plein de pression aussi. Dans les périodes où est-ce qu'on a des gros rhumes, par exemple, et puis qu'on tousse, puis qu'on sollicite beaucoup la musculature en haut, ça peut avoir tendance à créer plus de pression. Puis si l'utérus est fragilisé, si les suspenseurs, là, les ligaments autour sont un peu lousses, ou bien s'il est déjà placé en position qui n'est pas optimale, mettons vers l'avant, puis là on tousse. Là, il peut pousser sur la vessie. Ça, c'est un exemple. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la matrice, en fait, c'est un organe creux qui va recevoir des flots et cet organe creux-là n'est
est tout le temps comme en train de bouger, tout le temps qu'on est dans notre période de la puberté jusqu'à la ménopause, il va doubler de poids et doubler de volume quand on est juste avant nos menstruations. Juste après la menstruation, il diminue de moitié et de poids et de volume. Donc, c'est très différent dans notre bassin, dans notre nid, un utérus plein, un utérus vide. Et il y a des cultures, comme dans la tradition maya, où est-ce que les femmes ne vont pas se vivre pareil quand l'utérus est plein, juste avant les lunes, juste avant la menstruation, parce qu'il est plus fragile et suspect à se faire débalancer. Si on a un coup à ce moment-là, ben, ça va donner plus un coup. Juste, ça me fait penser, je me souviens quand tu nous avais montré dans le premier atelier que j'avais suivi avec toi, tu nous avais montré justement un utérus, disons, au moment de l'ovulation et un utérus prémenstru et c'était le double, non aussi du volume, mais aussi le double du poids. Oui, Tu c'est nous ça. avais fait prendre, puis je m'étais dit, ah, c'est pour ça que comme aller jogger, là, juste prémenstruer, il me semble que je suis plus lourde. Tout à fait. Vraiment, vraiment. Donc, il y a vraiment des activités qui ne sont pas recommandables, en fait, pour ne pas fatiguer les ligaments, puis pour ne pas créer encore plus de pression sur les autres organes, la vessie, le côlon qui sont là, puis pour donner une chance aux ligaments aussi à la suspension. Et là, évidemment, dans notre vie, nos ligaments, nos suspenseurs, ben, ils peuvent avoir été malmenés pour toutes sortes de raisons aussi, des accidents. La grossesse va les solliciter énormément. Puis en postnatal, notre utérus, qui après quelques semaines revient en position initiale, reprend sa forme, c'est vraiment incroyable, c'est le muscle le plus fort du corps humain. Donc, ce muscle-là se rétracte et parce que c'est un muscle, lui, il va guérir très, très rapidement. Mais toutes les structures autour, tous les ligaments autour, qui sont 14, ben, eux autres sont très peu innervés, sont très peu... le mot m'échappe, mais ils ont très peu de sang, en fait, qui vont être là au niveau des ligaments. Il y a genre 5% de sang dans un ligament versus un muscle. Donc, après une grossesse, par exemple, ben, les ligaments vont tarder plusieurs mois avant de reprendre leur forme. C'est comme si c'est des bretelles qui ont été stretchées beaucoup, beaucoup. Donc, si on se met à faire du jogging, à ce moment-là, ou plein de trucs derrière la poussette à courir, etc., on peut se créer beaucoup plus de tort que de bien. Vraiment intéressant, parce que c'est comme s'il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas puis qu'on essaie de faire, qu'on sent en fait intuitivement. Tu sais, comme l'affaire de j'étais comme, voyons, je suis trop lourde, je ne peux pas aller jogger, ou il y a comme une pression. Mais de l'entendre, ça fait du bien de pouvoir le comprendre, tu sais. Puis ça m'amène à poser la question, tu sais, comment on peut comprendre mieux notre utérus de façon comme holistique, tu sais, justement dans son ensemble. Là, tu parles de ligaments, tu parles que c'est proche du côlon, de la vessie. Ce serait quoi les points importants que tu aimerais dire aux gens ici comme, OK, il faut que vous sachiez ça par rapport à votre utérus, tu sais, là? Ben, tu parles anatomiquement ou tu parles at large? At large, holistiquement parlant. Oui. Moi, j'aime beaucoup partir comme du big picture, d'un continuum ou d'une vision globale pour aller dans du spécifique. Parce que quand on fait ça, on risque de replacer l'homéostasie, en naturopathie, on l'appelle comme ça, qui est finalement l'équilibre normal du corps ou des flots dans le corps, dans ce cas-ci, qui va faire que le corps va se mettre en marche dans son processus d'auto-guérison, finalement, d'auto-équilibrage. Fait que souvent, juste en faisant ça, ben notre corps, il revient, il reprend le dessus. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup dans mes ateliers, mes rencontres, mes consultations, parler de nos espaces de pouvoir. Hein? Donc, dans nos espaces de pouvoir, il y a, comme je parlais tout à l'heure, les cycles, hein, des saisons. C'est très, très, très important de les vivre dans nos vies. Ensuite, de considérer que la matrice, c'est un organe creux qui, chaque mois, va recevoir la possibilité de faire germer le principe créateur. J'aime l'appeler comme ça parce qu'il y a des gens qui vont vouloir des bébés, il y a des gens qui ne voudront pas de bébés. Tout ça, c'est possible. Ça ne fait pas de nous une moins femme ou une moins être humain de ne pas avoir d'enfant. Donc,
Cependant, c'est important de comprendre que l'utérus, puis notre espace de deuxième chakra, c'est vraiment le centre de la création chez l'être humain. Donc, comment est-ce que moi, j'utilise mon principe créateur? Quand on a des problématiques dans cet espace-là de notre corps, on peut se poser des questions. Comment est-ce que je reçois chaque mois mon élan créateur? Est-ce que je le manifeste? Est-ce que je suis juste en mode manifestation ou je suis aussi en mode réceptivité, restauration, recréation? Ça, c'est toutes comme des polarités du yin et du yang, finalement, qui vont faire que la matrice va mieux fonctionner. Il y a une notion que j'aime beaucoup, c'est de percevoir les deux ovaires comme deux feux, deux polarités. Oh, il y a une question qui vient de me popper. Quelle relation avez-vous avec votre utérus? je vais la descendre. Alors, ouais, c'est ça. Donc, deux feux à l'intérieur de la cavité, à l'intérieur du nid, qui vont ensemble maintenir un bel équilibre, une belle chaleur pour que la matrice, qui est comme un chaudron, puisse avoir des bons bouillons et mettre au monde nos projets créateurs. En espagnol, on dit donner naissance, on dit dar a luz. Puis je trouve ça très beau parce que ça parle justement de créer quelque chose dans l'obscurité, dans le grand yin, et dans l'alchimie de la vie, l'amener après ça en mode yang, à le manifester vers l'extérieur. Hein, donc, l'expression est très, très importante. Puis, ce dynamisme-là, yin-yang, dans notre culture à nous, n'est pas très bien comprise. Puis, en fait, ce qui est très, très valorisé, c'est être en mode très performance vers l'extérieur, beaucoup d'expression, et ça, c'est très, très yang. Donc, on peut se perdre là-dedans. Et ouais, donc c'est très, très important de se ramener. Et quand on a des problématiques au niveau de notre matrice ou nos ovaires, notre matrice, de se questionner en fait sur ce principe-là créateur. Comment est-ce que je l'utilise? Est-ce que j'ai des temps pour l'introspection, pour me déposer, pour tirer la plug, comme on dit, pour me permettre d'être en mode intuitif, juste recevoir? Ou bien est-ce que je suis trop là-dedans? Ça se peut aussi. Et pas assez dans ma capacité de dynamisme et de me mettre en action et de manifester vers l'extérieur. Parce que ça va vraiment avoir une influence sur comment la matrice réagit, sur l'endomètre, sur les hormones. Donc, en tout cas, quand on avait discuté ensemble, on s'était dit qu'on n'irait pas trop vers anatomie, physiologie, parce que je pense qu'il y a beaucoup vous avez comme la capacité d'avoir cette information-là de d'autres parts. Puis, moi, ce qui me fait vraiment triper, c'est d'aller voir cet aspect-là derrière. Et ça peut paraître complexe, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment juste de se mettre encore là avec les rythmes et de se créer une discipline joyeuse autour de ça, où est-ce qu'on va avoir la capacité d'accueillir, puis de se renouveler, puis de se régénérer. Ouais. Et quand on place ça, ben, la matrice, après, qui est un organe creux, qui chaque mois va avoir un élan de retourner à la Terre, ce qui n'a pas été utilisé dans le principe créateur. Hein, donc, il y a cette porte-là qui s'ouvre, connexion avec la Terre, et après ça, de nouveau, un appel pour remettre en place un autre projet créateur. Donc, c'est grand, puis c'est beau. T'sais. Donc là, ça peut aller loin. T'sais. Alors, quand, par exemple, il y a des flots qui sont stagnants à l'intérieur de la matrice, souvent, ça va se manifester avec du sang plus brun, moins rouge. Donc, ça peut nous parler peut-être d'une stagnation qui est là, qui peut être aussi énergétique. Ça peut être des toxines aussi dans le corps. Et étant donné que cette porte-là s'ouvre une fois par mois, bien, le corps va utiliser cette porte-là pour redonner des toxines, libérer le corps. C'est une porte de sortie quand même, c'est un émonctoire en naturopathie là, qu'on appelle. Donc, ça peut être tout ça. Et j'adore juste que tu fasses allusion à la matrice, donc l'utérus, que tu l'appelles la matrice. Ouais. Et une matrice, au final, c'est quelque chose qui réceptionne un principe créateur, donc on peut dire de la créativité. Ouais. Puis que tu nous amènes à réfléchir sur comment on utilise notre créativité, ou en tout cas comment on entre en contact avec notre créativité. Ouais. Puis
ben, c'est sûr que ça me fait réfléchir personnellement. OK, c'est vrai, comment je fais quand je veux être créative? C'est quoi que je fais? C'est quoi mes outils? Puis moi, ce que ça me demande, c'est quel genre d'outils concrets on peut faire pour comme peut-être quelqu'un qui serait moins en contact avec sa créativité. Moi, en ce moment, dans ma vie, je ne me sens pas en contact vraiment avec ma créativité. Donc, quel exemple concret on peut faire pour être en contact avec ça puis que ça flow plus aussi au niveau de la matrice? Je ne sais pas si ma question est bonne. Elle est très bonne, j'essaie juste de... Oh là là! Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, tu sais, déjà, c'est important de comprendre que la femme, on est très, très liquidienne. C'est important qu'il y ait une abondance de flot dans notre bassin et dans notre ventre. Tout notre ventre au complet. En tant que praticienne Arvigo, là, la démarche est vraiment axée là-dessus, sur faire un travail vraiment au niveau massage abdominal, etc., pour amener une abondance de flot et à partir de là, homéostasie, autorégulation, guérison, etc. Donc, si on pense que c'est important qu'il y ait une abondance de flot, hein, souvent on dit les femmes, on est les gardiennes de l'eau, l'eau est importante pour nous dans un aspect plus spirituel, mais il y a quelque chose de très, très concret dans notre corps là-dedans. C'est que si je passe énormément de temps assise, puis présentement, on passe beaucoup de temps devant les écrans, justement, et si je ne suis pas en mouvement, si je ne marche pas beaucoup, si je ne danse pas, si je ne thrive pas, si dans mon ventre, il n'y a pas d'espace beaucoup de plaisir, et finalement, mon ventre, c'est un espace où est-ce qu'il y a des nœuds, des adhérences, des tensions. Puis en plus, tu peux ajouter à ça des fois des invasions qu'on peut avoir eues, dans le sens propre du terme, ou dans le sens figuré, et d'autres stagnations transgénérationnelles, ben, ça peut devenir un espace stagnant. J'ai envie de le nommer comme ça, où est-ce que les flots sont moins abondants. Fait que quand on veut être plus en mode créateur, ben, il faut générer du mouvement. Et pas n'importe quel genre de mouvement. En fait, si on regarde les cultures anciennes, souvent, ils ont, mettons, du baladi, des mouvements qui vont générer le flow, mais de façon harmonieuse. Fait que, tu sais, tout ce qui est Qigong, Tai Chi, yoga, mais encore là, yoga, maintenant, on a beaucoup de yoga très, très performant, très athlétique aussi, qui n'est pas toujours adapté à la femme, qui peut l'être peut-être en début de cycle, mais quand on arrive près de nos lunes, moi, je vais vraiment vers plus des trucs contemplatifs, du yin yoga, avec un vinyasa vraiment beaucoup plus doux, là, avec des postures beaucoup plus, moins acrobatiques, mettons. Il y a une auteure, si je peux me permettre, on dit une autrice même. Je peux-tu? Oui, ben oui. Plugger un livre. Il y a une auteure que j'aime énormément qui parle. Ben là, moi, le livre, je l'ai en anglais. Est-ce que tu vois bien comme ça? Vous voyez bien? Oui. Alors, c'est une femme qui s'appelle Tammy Lynn Kent et son livre s'appelle Wild Feminine. Il est traduit en français, ce livre-là, sous Féminin sauvage de Tammy Lynn Kent. Il y a peut-être quelqu'un qui peut l'écrire là, dans les commentaires. Et puis, ce livre-là parle beaucoup du principe créateur et la notion dont je vous parle, justement, de les deux ovaires qui sont une connexion avec le yin, une connexion avec le yang, la matrice qui est le récipient de ces cycles de vie-là, mois après mois. Et il y a vraiment là-dedans toute une façon de faire. Il y a comme vraiment un protocole qui parle à la psyché, entre autres, pour aller guérir le principe créateur, si on veut l'appeler comme ça. Fait que c'est vraiment quelque chose que je pourrais recommander là, en lien avec cet aspect-là plus particulièrement. Oui, ouais, c'est super. Puis, by the way, le livre, on va le mettre dans le recap aussi que vous allez tous recevoir par courriel. Le recap que Daphné fait comme une genre de scribe. Très occupée d'ailleurs. On en rate pas une. Inquiétez-vous pas, ça va être dans le recap. Wow, France, il y a tellement de choses que j'aimerais te poser comme question. Je veux laisser du temps pour les questions aussi du public. Je pense que la question qui serait la plus useful, là, utile pour tout le monde, ce serait quoi des façons concrètes que n'importe qui demain matin qui a un utérus, c'est quoi les actions concrètes qu'on peut prendre pour prendre soin de la santé de notre utérus? À part, mettons, des cycles, puis les saisons, puis tout ça que j'ai déjà parlé amplement, je te dirais que on a parlé du mouvement. On a parlé de se questionner aussi
Sont où les espaces de plaisir dans ma vie? Ça, c'est important de se poser ces questions-là, puis d'en générer le plus possible. Générer de la légèreté aussi. Qu'est-ce qui me fait me sentir légère? Puis, en naturopathie, tu sais, en fait, les problématiques utérines sont reliées aussi avec des problématiques, comme je disais tantôt, de porte de sortie du corps, où est-ce que les toxines peuvent se libérer. On appelle ça les émonctoires. Donc, de faire des cures quelques fois par année, c'est important. Entre autres parce qu'on est dans un univers présentement où est-ce qu'il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens ou de polluants, je vous dirais hormonaux. C'est quelque chose que nos ancêtres n'avaient pas à gérer, mais nous, on vit dans cet univers-là. Donc, on voudrait que nos organes soient le plus performants possible. Donc, on parle des portes de sortie, les intestins, la peau, les muqueuses, le foie, les reins. Donc, tu sais, au changement de saison, printemps-été, on se fait une cure. Tu sais, une cure de 3 semaines, 1 mois. Je ne peux pas embarquer là, dans un truc d'herboristerie ici, là, mais il y a vraiment des belles plantes pour ça. Sur notre territoire ici au Québec, on en a beaucoup. Là. Peut-être que tu pourras, juste un exemple de cure, peut-être si tu en as un écrit qu'on pourrait rajouter dans le recap, on pourra s'en reparler après, mais ouais. d'en montrer un exemple au moins pour que les gens aient une idée de quoi, à quoi tu fais référence. Tout à fait. D'à côté, d'appuyer, je vous dirais le foie, c'est très, très important. C'est l'organe qui va gérer beaucoup l'équilibre au niveau des estrogènes. Puis dans la vie dans laquelle on vit, on peut avoir tendance à avoir trop d'estrogènes, donc qui amène des masses, qui amène des gonflements, qui amène des kystes, des trucs comme ça, comme une surproduction au niveau cellulaire. Donc, d'avoir un foie qui est performant, ça va vraiment avoir une incidence. Ça va avoir une incidence aussi quand on a des gros saignements, quand on a beaucoup de caillots. C'est un indicateur que notre foie il est en train d'envoyer des lumières jaunes qui clignotent. Là. Donc, c'est important de l'appuyer. Notre alimentation, c'est connexe parce que, évidemment, si on a une alimentation où est-ce qu'il y a beaucoup de dérivés d'hormones, si on ne mange pas biologique, surtout les gras, là, les viandes, puis les produits laitiers, les dérivés là, de viande, ben ça, si ce n'est pas biologique, ça veut dire que c'est plein d'hormones et notre corps prend ça pour du cash et après ça, ça peut faire boule de neige puis on peut avoir des prédispositions génétiques aussi à ça. Fait que notre alimentation est cruciale, primordiale. Manger bio le plus possible, trouver des façons créatives, s'inscrire à des groupes d'achat, acheter des gros morceaux en gros, séparer en gang, et tout ça, c'est important. L'herboristerie, il y a vraiment des plantes protectrices au niveau justement de ces polluants-là qui arrivent dans notre corps puis que notre corps prend pour du cash puis se met à se multiplier. Il y a des protecteurs qui sont là, donc il y a full de belles plantes qui peuvent nous aider là-dedans. Ça, consulter des bonnes herboristes là, ici au Québec, on est vraiment choyés là-dedans. Vous allez pouvoir... Tu voulais dire quelque chose, vas-y? Non, moi? Non, ça va? Non, moi, oui, c'est juste comme vraiment empathique. Puis genre... Ah oui, ok, c'était là. Oui. Voilà. Mouvement, j'en ai parlé, pas n'importe comment, j'en ai parlé. Ensuite, il y a vraiment des trucs qu'on peut faire en hydrothérapie, les vapeurs vaginales ou les yoni steam, vapeurs intimes. Il y a vraiment différentes façons de le nommer, là. Mais les vapeurs, c'est j'ai envie de vous dire, si vous avez un utérus, il faut que vous sachiez faire des vapeurs. C'est aussi simple que quand je pogne un rhume puis que je me sens congestionnée au niveau des sinus, puis que je me dépose au-dessus de vapeur, puis que je mets quelques plantes ou quelques gouttes. Donc, c'est la même affaire. C'est que les vapeurs vont vraiment se transporter, vont avoir une action très spécifique au niveau des muqueuses pour aller détendre et activer la circulation amplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin pour qu'il y ait une abondance de flot et que meilleure rentrée de sang, meilleure sortie de sang, la lymphe va mieux circuler, donc les déchets, le système immunitaire va être plus performant aussi. Écoutez, vraiment, les vapeurs, c'est la médecine pour l'utérus, à mon avis, de base. Et là, ben, tu sais, on pourrait en parler pendant 2 heures. Là, je pourrais faire j'ai un atelier dans lequel je parle beaucoup de ça, mais allez vous chercher de l'information là-dessus. Il y a vraiment de la belle information qui circule. En ligne, il y a Steamy Chicks, qui sont des femmes aux États-Unis qui, sur leur site, ont vraiment beaucoup de belles informations.
Moi, c'est quelque chose aussi que je peux faire en consultation. Je le fais aussi en ligne et tout ça. C'est vraiment, c'est très, très puissant parce que s'il y a du sang stagnant, ça va aider à libérer. S'il y a un col de l'utérus avec des problématiques, ça va aider à régénérer les cellules du col. Ça va faire que le taux de fertilité peut augmenter. Ça fait plein d'affaires. Ça peut aider à éliminer des masses. Et souvent, en médecine chinoise, en médecine maya, on parle de quand il y a de l'enquistement au niveau de tout l'appareil, ça peut être du froid qui a été comme accumulé. Donc, quand on fait des vapeurs comme ça, c'est une façon d'aller vraiment défaire ces nœuds-là à l'intérieur. Il y a des contre-indications aussi, donc c'est important de s'informer. Évidemment, on ne fait pas ça quand on est enceinte. On ne fait pas ça quand on est en période de saignement. Si on est une personne qui a beaucoup, beaucoup de saignements, on va peut-être en faire beaucoup moins, plus écourté. Il faut connaître, il faut aller chercher là, des références de gens qui s'y connaissent un petit peu et qui donnent comme un protocole pour toi. Là. Mm-hmm. Puis, par rapport à toute cette dimension-là, moi, c'est pas la première fois que j'entends parler des vaginal steam baths. C'est comme ça que j'avais entendu pour la première fois. Ouais. Donc, je sais qu'il y a des mélanges d'herbes qui sont même faits pour ça. Donc, c'est comme si tu faisais carrément une tisane, mais au lieu de la boire, ben, tu te mets genre par-dessus la steam, puis ça détend toutes les muqueuses et ça vient faire le travail dont tu parles. Moi, personnellement, je l'ai essayé, puis je dois dire que ça a été une super belle expérience. C'est quelque chose que je recommanderais, mais j'ai pas tout le savoir. Donc, j'ai eu quand même la chance d'avoir des protocoles. Donc, je pense que c'est vraiment bien d'aller chercher des protocoles pour ça. Ce que je voulais dire aussi par rapport à l'utérus, je pense que une des choses qui m'avait frappée dans ton ancien atelier, c'était par rapport à la chaleur. Là, tu viens de parler de ne pas prendre froid. Peux-tu dire un petit mot sur la connexion entre l'utérus puis la chaleur, puis où est-ce qu'on peut aller la chercher? Oui. Quelqu'un qui serait spécialisé en médecine chinoise ferait beaucoup de pouces là-dessus, en lien avec les reins, entre autres, puis les surrénales. Moi, mon information là-dessus est quand même sommaire, mais ce que je sais puis qu'on nous transmet là, dans la tradition maya, c'est que l'utérus est beaucoup relié avec les pieds et surtout avec les talons. Donc, quand nos pieds ils sont froids, ça va demander plus de travail à notre matrice pour libérer ses flots d'un mois à l'autre. Parce qu'elle va devoir, elle va comme être refroidie, parce qu'il y a vraiment des artères qui vont aller irriguer les pieds, qui vont passer à côté de la matrice, puis qui vont faire que la matrice va se refroidir finalement, va travailler plus fort. Donc, elle va plus spasmer, elle va plus cramper. Quelque chose qui est dans le froid, on le sait, on se contracte, puis la chaleur va relâcher. Donc, il y a plusieurs des médecines à appliquer ou des techniques à appliquer qui sont en lien avec la chaleur. Et entre autres, il y a évidemment de porter une ceinture lors de nos lunes et juste avant aussi, une ceinture autour de l'abdomen, bas du dos aussi, au niveau des reins. C'est un espace, des fois les grands-mères nous disaient, tu sais, les gilets bedaines, quand dans le temps que c'était à la mode, habillez-vous pas de même, vous allez vous refroidir, les reins, vous allez avoir des hémorroïdes, ils disaient toutes sortes d'affaires, mais il y a beaucoup d'enseignements très, très, très vrais là-dedans. Et dans notre culture, à nous, on pousse, on se baigne même quand on a nos menstruations, on saute dans le froid. On est très comme Warrior puis Amazon, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Cependant, parfois, ça peut avoir des répercussions. Puis juste une petite note, là, ceinture, parce que pour ceux qui s'imaginent une ceinture, là, c'est pas une ceinture genre attachée à tes jeans pour que ce soit plus tête ton pantalon. Là, on parle. T'en as-tu une, France, pas loin, pour montrer? Oui, attends, ben, j'ai un foulard que je peux faire, que je peux montrer, là. Je pense que ça vaut le coup qu'elle nous fasse une petite démo parce que moi, la première fois qu'elle parlait de ça, je pensais qu'elle parlait littéral d'une ceinture. Donc, on parle ici d'un bout de tissu qui se met d'une façon spécifique autour du bas du dos. En fait, on peut la mettre un peu partout, tu sais. Dans différentes traditions, on la porte aussi autour du nombril parce que c'est un espace énergétiquement très important à préserver. Mais là, pour ce qui nous touche là, au niveau utérin, souvent, on va pouvoir la porter carrément au plus large de tes hanches, puis à la hauteur de l'os pubien, vraiment ici. Parce qu'en fait, la matrice, si je fais... attends un petit peu, je vais juste l'attacher. La matrice, elle, sa maison, ça va être vraiment ici. Quand je touche mes deux index, je
je me place sur mon os pubien, puis mes petits doigts, ils se retrouvent vraiment de chaque côté au niveau de l'aine, puis je touche mes pouces ensemble. Voyez-vous, mon nombril est quand même beaucoup plus haut, là. Donc ici, c'est la maison de l'utérus. Ce serait comme là où est-ce qu'il serait le plus placé de façon optimale. Puis, après, ben, ce que je veux, c'est maximiser la chaleur dans cet espace-là. Donc, je fais genre, je peux faire ça comme ça, je la twist derrière, je serre, puis je m'en viens l'attacher ici en avant. Là, mon foulard est un petit peu petit, mais ce que ça fait aussi, ça, c'est que ça vient donner une chance justement au ligament suspenseur. Donc, la matrice, quand elle est pleine, va avoir tendance à moins vouloir descendre. Ou si c'est une journée où est-ce que je dois monter une montagne ou bien faire un kiosque puis être debout comme ça toute la journée, par exemple. Tu sais. À un moment donné, il peut y avoir une fatigue, surtout quand je suis avec mon utérus plein. Puis là, ouf, je vais sentir vraiment de la lourdeur. Puis cette lourdeur-là, après, elle va avoir une répercussion au niveau de ma circulation dans mes jambes, puis jusque dans mes pieds. Tu sais, on peut venir fatiguer parce que double de volume, double de poids, ça n'a vraiment pas le même impact sur les jambes. Fait après, tu sais, c'est selon ce que tu as à la maison. Tu sais, il y a des grosses ceintures aussi avec du velcro qui se vendent, genre postnatal belt sur Internet. Mais moi, je trouve que le fait, tu sais, mettre un foulard comme ça, c'est quelque chose qui est très accessible. C'est à la portée de la main. Nice. Et là, on met au défi à tous avait... qui, ce soir présents qui ont des utérus. Prochaine fois que vous êtes menstrués, de trouver un foulard que vous êtes capable de mettre, puis de juste l'essayer 1 heure, voir l'effet que ça va vous donner d'avoir une genre de chaleur, puis une espèce de soutien au niveau du bas du dos, puis des hanches. Moi, je vous jure, c'est instantané le relief que ça a, le bien-être. Ouais. Ça enlève du poids. Et donc, c'est vraiment au niveau de la circulation. Puis, ça va aussi aider au niveau postural. Donc, ça redresse. Puis quand on est redressé comme ça, on est moins en compression. Donc, on crée moins de pression. Les organes sont moins affaissés sur la matrice qui, après ça, va peut-être pousser sur les autres organes, dont la vessie, etc. Mm-hmm. Wow. Il y avait plein d'autres trucs pour prendre soin, mettons, de notre matrice. Tantôt, on a parlé des vapeurs, mais j'avais d'autres trucs à donner. Veux-tu que j'en nomme quelques autres, Erika? Bien, évidemment, il y a le travail Arvigo que moi je fais. Il y a une très belle collègue à Montréal qui s'appelle Courtney Kirby, qui travaille au Pine Collective. Vraiment, Courtney, elle a déjà été dans une de vos tables rouges aussi, à peu près 1 an. Donc, Courtney, c'est vraiment une personne ressource incroyable à Montréal. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, le travail Arvigo, en fait, c'est une transmission millénaire qu'une femme obélisse a mis sous forme de curriculum. Donc, c'est des formations qu'on peut prendre. C'est déjà tous des gens qui sont déjà des professionnels de la santé qui prennent ces formations-là. Et c'est de l'apprentissage finalement d'un type de massage et des techniques autour pour aider à placer la matrice en position optimale et que le processus d'auto-guérison se fasse. Puis, moi, je suis à Québec. Puis, je fais aussi des consultations en ligne, mais pour ce qui est du massage abdominal, c'est vraiment en présence. Ensuite, évidemment, il y a du beau travail en ostéopathie qui peut se faire. Ici au Québec, je trouve qu'on est choyé là, vraiment au niveau ostéopathie depuis une dizaine d'années. On a vraiment des beaux professionnels qui vont travailler. Il y a même des gens qui sont spécialisés en gynécologie, puis au niveau tout le bassin, problèmes urinaires aussi, etc., plancher pelvien, donc pas hésiter. Physiothérapie en rééducation périnée aussi, je trouve que c'est une belle approche qui peut être très, très aidante. J'aime quand même compléter ce travail-là avec soit Arvigo, soit ostéopathie, parce que l'approche au niveau physio va être très locale au niveau du plancher pelvien, alors que parfois les tensions peuvent venir de d'autres organes ou de d'autres tensions qui sont installées, soit au niveau du sacrum, soit au niveau du diaphragme. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut travailler en Arvigo ou en ostéo. Puis, en fait, tout l'aspect subtil aussi, parce que je crois aussi que la matrice, c'est un espace où est-ce qu'il peut y avoir beaucoup de mémoire d'installer.
Moi, je le crois, je le sais, puis je l'ai étudié aussi, c'est comme ça. Notre corps est comme ça partout. Puis après, on peut générer des cuirasses de protection. En anglais, ils appellent ça des armoring. Donc, au niveau du plancher pelvien, tu sais, chakra de la base, deuxième chakra, au niveau du plexus, au niveau de la mâchoire, des yeux, c'est des espaces où est-ce qu'on peut comme générer des couches de protection. Et derrière ça, après, ben, on peut créer des adhérences, des tensions, qui ultimement vont avoir un effet au niveau des organes. Là, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je vois juste Mylène écrit en gros. Ah, là, Ah, tu me voilà. vois si je parle? Oui, c'est correct. C'est Ok. bon, tu es revenu. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que dans Vigo, on dit The issue is in the tissue. Donc, on va s'adresser au tissu pour pouvoir libérer ce qui peut être inscrit là au niveau des mémoires, qui peuvent être des mémoires dans cette vie-ci, qui peuvent être du transgénérationnel aussi. Et ça, pour moi, le prendre soin, puis l'hygiène là-dedans est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus éclatée. Parfois, les femmes vont trouver beaucoup de guérison à travers les rituels, à travers faire des offrandes de leur sang, à travers faire un travail sur l'âme, tu sais, constellation familiale, tous les espaces du féminin sacré, tout ce que vous offrez finalement aussi comme éducation, ça, c'est des façons d'aller connecter avec nous, d'être en contact. Parce que quand, dans le corps, il y a un espace qui ne fonctionne pas bien, je dis souvent, c'est comme un élève dans la classe qui veut encore plus d'attention. Donc, est-ce que je l'ignore encore plus ou bien je lui donne encore plus d'attention, puis je l'écoute, puis je regarde qu'est-ce qui est là comme cadeau, puis comme message pour moi, finalement, dans ma vie. Wow! Je trouve que c'est comme un magnifique tremplin pour ce que j'allais te demander de nous faire vivre. Je ne sais pas si tu aurais envie de nous montrer la petite méditation qui nous amène dans notre nid, qui Oui, nous permet d'aller connecter avec notre utérus. ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Parce que finalement, ça revient à dire d'être capable de connecter avec l'organe pour pouvoir Tellement. voir qu'est-ce qu'il y a à nous dire. Fait que si tu veux nous prendre, je ne sais pas combien de temps environ, c'est 5 minutes? 5 minutes, c'est parfait. Ça peut Super. être beaucoup plus, mais on va le faire en 5 minutes pour rester dans les temps. Parfait. Moi, j'ai juste une petite réaction du public avec vos doigts. Est-ce que ça vous tente de faire la méditation qui nous amène dans notre utérus pour contacter votre utérus? Yes! J'aime ça. Nice. Super. Donc, ben écoute, on essaie de s'installer confortable. Puis on va en premier respirer dans notre ventre. Quand on va inspirer, on va gonfler en premier le bas du ventre. Puis quand ça va être plein, plein, plein là, on va gonfler au niveau de la poitrine. Puis après, on va expirer par la bouche en dégonflant et le haut et le bas. Puis on va y retourner. Cette fois-ci, on va inspirer dans la poitrine en premier. Puis quand c'est plein, 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 on va inspirer dans le ventre. On l'exagère même. Puis par la bouche. Les yeux sont fermés, les paupières déposées avec délicatesse sur les yeux. Puis on va, en ayant les yeux fermés comme ça, on va comme allumer les yeux de notre esprit. On va tourner notre regard vers l'intérieur, puis on va descendre jusque dans le bassin. On va venir juste prendre conscience comment est-ce que c'est dans le bassin aujourd'hui ou ce soir. Comment est-ce qu'elle est l'énergie ou as-tu une information qui est là pour toi? Chaud, froid, serré, confortable, lousse. Fais juste comme être là. Puis maintenant, tu vas commencer à faire le tour du nid, le tour du bassin.
comme en scan, en observant avec les yeux de ton esprit devant. Puis ensuite, la droite. Puis ensuite, l'arrière. Puis tu continues comme ça ton observation, sans jugement, juste avec curiosité, à gauche. Tu observes de l'intérieur comment c'est tissé. Comment tu le ressens? Comment tu files ça à l'intérieur? Puis imagine que tu es un oiseau dans ce nid-là, puis que tu vas déployer tes ailes, puis tu vas comme balayer ou comme caresser, avec douceur, avec grâce, avec spontanéité aussi. Tu vas venir toucher comme ça les rebords intérieurs du nid. Puis tu vas le faire avec une intention de dégager des énergies qui seraient peut-être plus nécessaires d'avoir à l'intérieur. Tu vas laisser ton mouvement être guidé par ton intuition, comme une danse que tu ferais à l'intérieur chamanique, avec tes belles ailes. Donne-toi la permission de nettoyer tout ce qui est plus nécessaire, toute énergie qui bloque l'accès à ton flot, à ta propre beauté. Puis visualise que cette énergie-là, excédente de trop, elle glisse vers le bas comme de la lumière ou comme des liquides à travers tes racines jusque dans le sol. Ramène le mental dans la douceur s'il y a le goût de s'égarer un petit peu. Reprends-le sous ton aile et ramène-le de nouveau dans le travail. Puis quand tu as fait le tour comme ça, quand tu as balayé comme ça, tout le nid, va dans le milieu, va dans le centre. Et ici, dans le centre, tu as contact, tu peux prendre contact avec l'énergie de la matrice. Puis même si tu n'avais plus d'utérus, il y a quand même toute la mémoire qui est là. Dépose-toi là, puis enveloppe-toi de tes deux ailes comme un grand châle doux autour de toi. Puis demande-toi, c'est quoi mon plus grand rêve créatif? Demande-toi ça dans cet espace-là, en restant là un peu. Puis observe ce qui monte. Quand tu te poses la question, c'est quoi mon plus grand projet créateur, mon plus grand rêve créatif? C'est quoi les images, c'est quoi les mots peut-être, ou les symboles, ou juste des ressentis? Puis ensuite, demande-toi, qu'est-ce qui nourrirait mon rêve? Ça serait quoi la graine que je pourrais nourrir présentement pour ce rêve-là, qui m'amène à mon rêve? Qu'est-ce qui va nourrir la semence de mon rêve? Tu laisses encore là monter. Symbole, ressenti, parole. Puis là, on vient déposer dans la terre. On vient déposer cette semence-là.
On vient la semer. Puis on fait de nouveau un regard circulaire dans le nid avec cette nouvelle semence-là qui a été déposée. Puis on fait appel à des énergies aidantes, bienveillantes, de venir t'entourer, puis de venir déposer avec toi des bénédictions sur ce projet créateur-là. Puis on va venir clore ce moment en déposant beaucoup de gratitude. On va remercier ce nid-là, cette matrice, toute cette beauté de vie, d'être toutes les racines de nos créations. On va déposer nos mains sur le bas-ventre. Puis on va essayer dans les prochaines minutes, même en revenant dans cette autre réalité où est-ce qu'on est en interaction et tout ça, on va essayer de rester quand même dans la connexion du nid qu'on a établi. Puis tout doucement, on va ramener le mouvement dans le corps, on va prendre une respiration ample, s'étirer un petit peu, se redresser. Quand tu es prête, tu peux revenir ouvrir tes yeux. Wow! J'ai l'impression qu'on n'est plus dans un même bateau. Là. On a changé d'environnement. Oh, merci, France. Beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait du bien. Wow! Ben, sur cet espace groundé, c'est le moment de la pause.